Alors, quand vous serez prête, Madame la mairesse, on va débuter avec la présentation des états financiers. Alors, bonsoir à tout le monde. On va débuter avec les états financiers, comme Mme Josée Landel l'a si bien dit. Alors, Marie-Lou, quand vous serez prête, vous pourrez commencer. Juste me confirmer, je pense que j'ai entendu, vous pouvez commencer, mais c'est vraiment pas fort. Vous pouvez commencer. OK, parfait. Donc, bonjour tout le monde. Je vais commencer par me présenter. Marie-Lou Legault, je suis directrice en certification chez FDL. Donc, FDL, c'est le cabinet qui a audité cette année encore les états financiers de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine. Donc, ce soir, on vous présente le rapport financier pour l'année 2024. Je vais commencer tout d'abord par vous présenter le rapport d'audit qui est, dans le fond, attaché avec les états financiers. On indique qu'il y a une opinion avec réserve, mais je veux vous rassurer tout de suite. Dans le fond, la réserve porte uniquement sur la présence potentielle d'amiante dans deux bâtiments, un dans la municipalité et un au niveau de la régie. Dans le fond, c'est probablement pas des montants importants, c'est même peut-être des montants négligeables, mais comme on n'avait pas de rapport d'évaluation pour nous permettre de déterminer le montant, on devait mettre une réserve qui vient dire qu'on ne sait pas s'il y a un montant à comptabiliser ou pas pour faire éventuellement enlever l'amiante. Donc, c'est une réserve qui est vraiment spécifique juste sur ce point-là. Donc, il n'y a aucun problème là, sur le reste des chiffres. Donc, je voulais le spécifier. Là. Donc, même si c'est indiqué opinion avec réserve, c'est vraiment une réserve très pointue sur cet élément-là. Le reste du rapport d'audit, c'est exactement la même chose qu'à chaque année. Et on peut voir aussi là, que le rapport a été signé par FDL aujourd'hui. Donc, ça a été approuvé là, déjà par la directrice générale et c'est finalisé. Alors, le rapport financier complet fait 91 pages. On ne passera pas les 91 pages ensemble. Je vous amène à la fin complètement. Ici, on a une section là, qui s'appelle Sommaire de l'information financière. Beaucoup mieux présenté, donc on va utiliser, sommarisé d'ailleurs, on va utiliser cette section-là. Et aussi également, c'est certain que le rapport complet est consolidé. Il y a deux régies là, dans le fond là, qui sont consolidées avec la municipalité, mais nous, on ne regardera pas la colonne de la consolidation. Donc ici, il y a les partenariats et le total consolidé. Nous, ce qu'on regarde ce soir, c'est vraiment l'administration municipale, donc la municipalité même. Là, ici, au niveau des résultats, ce qu'on regarde, c'est dans le fond ce qui avait été budgété pour l'année 2024 et ce qui a été réalisé pour l'année 2024. Donc, je commence avec les résultats. Donc, les résultats de 2024, c'est comme une espèce de vidéo de toute l'année, de tout ce qui s'est produit dans l'année au niveau des revenus et des charges. On va se concentrer d'abord sur le fonctionnement. Donc là, cette page ici, c'est la conciliation à des fins fiscales. Donc, ce qu'on va rechercher au bas, c'est vraiment le surplus de l'année à des fins fiscales par rapport à la taxation pour le fonctionnement de 2024. Donc, on ne regardera pas tout de suite la ligne d'investissement qui est d'ailleurs enlevée par ici parce qu'on va le traiter dans une autre section. Donc, pour débuter, les revenus de fonctionnement, ce qui avait été budgété au départ, là, on avait un 5 millions, finalement, on a eu un 5,5 millions au réel. On a une augmentation de 520 000. Je vais vous montrer un peu plus en détail plus loin qu'est-ce qui constitue cette augmentation-là. Au niveau des charges de fonctionnement, on avait un 4,8 budgété. Ici, on présente 4,6 au réel, mais on voit aussi qu'on a de l'amortissement qui est inclus là-dedans, qu'on enlève pour venir faire la conciliation fiscale. Donc, si on ne tient pas compte de l'amortissement comptable des immobilisations, des projets, on a en fait une diminution de 613 000 des dépenses par rapport à ce qui avait été budgété. Je vais vous montrer encore une fois là, un petit peu plus en détail dans les pages suivantes. Donc, je vais aller voir ces deux détails-là pour les revenus et les charges, puis après, on va revenir à cette page. Donc, juste remonter, excusez-moi. Donc, ici, à la page 4, je ne sais pas si vous aviez là, les versions papier. Je vais donner la page au cas où. Oui, donc, la page 4,
disons les versions papier. OK. Donc, dans la section sommaire, dans la version papier, là, c'est la page 4 pour le détail des revenus de fonctionnement. Donc là, il y a le détail de l'investissement aussi, mais comme je disais tantôt, on va voir l'investissement un peu plus tard. Au niveau du fonctionnement, on voit ici le total qu'on avait vu là, sur l'autre tableau, 5 millions budgétés, 5,5 millions au réel. Donc, c'est plusieurs augmentations différentes qui viennent constituer le 520 000 de plus que ce qui avait été budgété. Premièrement, au niveau des taxes, on a un petit peu plus, là, on a un 103 000 au réel de plus que ce qui avait été budgété, principalement lié là, aux mises à jour en cours d'année. Au niveau des transferts, ça, c'est principalement les subventions, là, ce qu'on appelle transferts. On a 56 000 de plus que ce qui avait été budgété, donc on a reçu 300 000 au niveau des subventions pour le fonctionnement. Il y a quelques variations à l'intérieur de ça, mais le plus gros de la variation de l'augmentation de 56 000, c'est 51 000 qui était pour le PRABAM. Donc, ça avait pas été budgété, la subvention PRABAM, c'est des dépenses qui ont eu lieu là, dans les dernières années. Puis finalement, la demande de subvention au niveau du PRABAM, la reddition de compte a été faite cette année. Donc, on est allé chercher un 51 000 en fonctionnement, une portion aussi en investissement. Au niveau des services rendus, ça c'est plus difficile là, dans le fond à budgéter parce que ça dépend de la demande là, au niveau des services rendus. Mais on avait budgété 442 000, on a 598 000 au réel, augmentation de 155 000. Ça vient principalement de deux éléments. Là. Vous avez des revenus de service pour les incendies avec le village. Ça avait augmenté là, par rapport à ce qui était budgété. Puis il y a eu aussi beaucoup plus de revenus par rapport à la location de la salle communautaire puis du port. Donc, c'est ce qui explique là, principalement l'augmentation par rapport à ce qui avait été budgété. Ensuite, la ligne ici d'imposition de droits et amendes et pénalités, on avait budgété un 161 000, on a 310 000 au réel, donc 149 000 de plus que ce qui avait été budgété. C'est vraiment au niveau des droits de mutation. Donc, les droits de mutation, dans le fond, ça a été budgété de manière prudente, mais ça varie toujours selon le nombre de ventes, naturellement. Qui peut y avoir lieu dans l'année. Donc, on avait un 149 000 de plus en revenus que ce qui avait été budgété pour les droits de mutation. Finalement, la dernière ligne là, des autres au niveau du revenu, on avait budgété 195 000, on est à 251 000 au total, augmentation de 56 000. Encore une fois, cette augmentation-là, elle vient principalement des intérêts sur les placements temporaires, donc c'est toujours budgété de manière prudente et les placements ont augmenté pendant l'année. Donc, ça a permis de générer le plus d'intérêt à ce niveau-là. Donc, toutes ces petites augmentations-là dans chacun des types de revenus, ça se cumule à notre 520 000 au niveau du total des revenus de fonctionnement. J'ai juste posé la question, je ne vois pas, là, donc si jamais il y a des questions, est-ce que vous voulez que je passe à la section suivante ou on a quelques questions? Mesdames? OK, on peut passer à la suivante. Parfait. Donc, la page suivante, la page 5, c'est les charges. Donc, là, on a le sommaire de toutes les charges des dépenses de l'année 2024. Encore une fois, on a la colonne budget de la municipalité et la colonne réelle municipalité. On regarde la colonne sans l'amortissement. Parce que dans le fond, l'amortissement qui est comptable, là, ça vient jouer dans le fond plus dans notre investissement en immobilisation qu'on va voir un peu plus tard. Mais qui est d'ailleurs jamais budgété là, dans votre budget parce que ce n'est pas considéré pour les taxes. Si on regarde justement le sous-total avant cet amortissement-là, 4,8 millions budgétés, 4,2 au réel, donc 113 000 de moins de dépenses que ce qui avait été budgété. Encore une fois, c'est plusieurs montants un peu partout. On va regarder les plus importants dans l'hygiène du milieu. Dans le fond, tout confondu, l'hygiène du milieu, on a 120 000 de moins de charges que ce qui avait été budgété. C'est plusieurs variations, mais dont, entre autres, là, il y avait des montants budgétés par rapport à la... Excusez-moi, j'ai un blanc sur le mot. Au réseau d'égouts. Enfin, j'allais dire les eaux usées, mais c'est la même chose, en fait. On a Spamira, SP, Route 116, SP3 du Ruisseau, donc il y avait plusieurs montants budgétés qui n'ont pas eu lieu dans l'année. Les plus grosses variations, toutefois, sont dans la section du transport. Donc, on a un 30 000 de moins dans le transport collectif. Là, il y avait un abribus. Il y avait des montants
budgétés pour les abribus dans le fonctionnement qui vont avoir lieu, qui n'ont pas eu lieu, pardon, en 2024, qui vont peut-être avoir lieu à l'automne, que vous disiez, Mme Vandel, donc en 2025. Et au niveau du réseau routier, on a une diminution de 360 000. Il y a entre autres un 260 000, 259 000 qui avait été budgété par rapport au pavage du 4e rang. Et puis on est en attente de l'autorisation, donc ça n'a pas eu lieu non plus en 2024. Donc ce sont des dépenses là, qui sont reportées à l'année suivante. Donc tous ces écarts-là qui nous totalisent de 613 000 de dépenses de moins que ce qui avait été budgété. Est-ce qu'il y a des questions sur les dépenses de cette page-là? Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est beau pour moi. Pas de questions, on peut continuer. Parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir à la page numérotée 1, qui est le sommaire des résultats à des fins fiscales. Donc, comme on vous disait tantôt, on vient de voir le détail pour les revenus de fonctionnement et les charges qui expliquaient les écarts qu'on avait ici. La section du bas, c'est plus ce qui est affectation et autres charges fiscales. Donc, la première, remboursement de la dette à long terme, 89 000 qui était budgété. Au réel, on a 61 000. En fait, l'écart de 28 000 entre le réel et le budgété, c'est simplement que le 88 000, c'est le montant total de capital que vous avez payé sur vos dettes à long terme. Mais il y a une portion pour laquelle vous encaissiez aussi une subvention pour couvrir cette portion de capital-là, donc un 28 000. Donc, dans la conciliation fiscale, on vient regarder vraiment la portion de capital qui a été remboursée sur la dette à long terme, mais qui appartient à la municipalité, la portion assumée par la municipalité. Ensuite, au niveau des affectations, activités d'investissement, dans le fond, on va voir le détail tout à l'heure, mais on a un 253 000 qui est utilisé du fonctionnement 2024 pour couvrir certaines activités d'investissement. Donc, on a un 30 000 de plus que ce qui avait été budgété au départ, mais ça dépend toujours des projets qui peuvent se rajouter en cours d'année. Puis, au niveau des affectations par rapport à l'excédent, on a 164 000 qui avaient été budgétés, on a 177 000 au réel. On avait un montant là, en lien avec le fonds de roulement, un 12 000 qui avait été budgété, mais en fait, ça n'a pas eu lieu cette année, le fonds de roulement a été utilisé. Donc, c'est ce qui explique l'écart de 12 000. Finalement, la dernière ligne, autre élément de conciliation, dans le 32 000, il y a deux montants. On a eu une perte sur cession d'immobilisation. Le serveur a été changé en 2024. Donc, dans mes revenus et mes charges, j'ai une perte qui est inclue que je viens renverser ici pour ma conciliation. Et il y a aussi un 22 000, je pense, oui, 21 000 quelques, qui se trouve à être, dans le fond, les encaissements sur les prêts des installations septiques. Dans le fond, il y a des prêts qui ont été faits, puis en 2025, il y a un 22 000 de capital qui a été encaissé sur ces prêts-là. Donc, le 520 000 de plus de revenus, la diminution des charges de 613 000, toujours par rapport au budget, et puis les petites variations qu'on a vues ici également, ça nous amène à un total de l'année surplus 2024 de 1,1 million. Donc, la colonne budget arrivait à zéro. Naturellement, quand vous préparez votre budget, c'est toujours un budget qui est balancé et qui donne zéro. Mais à cause des variations qu'on a vues au cours de l'année, ça a dégagé un surplus de 1,1 million. Est-ce qu'il y a des questions sur le fonctionnement 2024 avant qu'on passe à l'investissement? Est-ce qu'il y a des questions? On peut continuer. Parfait. Donc là, je vais vous amener à la dernière page, donc la page numérotée 6, qui s'appelle le sommaire de l'excédent d'investissement à des fins fiscales. Donc là, on venait de voir le fonctionnement. On va maintenant regarder ce qui est investissement. Dans le fond, les projets d'investissement qui sont des immobilisations corporelles dans votre cas, ça concerne vraiment tout ce que la municipalité possède qui peut servir sur plusieurs années. Donc, on parle autant des bâtiments, des véhicules, des aménagements sur les terrains de la ville, les bâtiments d'administration, les mobiliers qu'il y a dans ces bâtiments-là, le matériel informatique, tout ce qui est voirie aussi, donc toutes les infrastructures, les rues, les chemins, les trottoirs, etc. Tout ça entre dans l'investissement, donc dans les immobilisations à long terme. Pour 2024,
Je vais commencer par la ligne ici, acquisition d'immobilisation corporelle. Vous avez eu pour presque 2,1 millions d'investissements. J'ai mis le détail ici des projets. Dans le fond, vous avez eu plusieurs projets. Le plus gros étant 1,8 million pour le remplacement de conduite 4e rang. Et vous avez plein d'autres projets également. Le 62 000 pour les eaux usées secteur ville. 59 000 pour Pimp Massal, 44 000 pour les jeux d'eau, 22 000 pour les habits de combat, 18 000 pour la conduite d'eau potable rang 4 et la montée, 14 000 serveur informatique, pardon. Puis, j'ai mis sur la dernière ligne, là, presque 65 000, tous les autres projets dont les montants étaient plus petits, là, mais il y avait entre autres des pinces de désincarcération, une remorque trompeuse, les coûts pluviales du domaine du Rhône et plusieurs autres. Donc, tous ces projets-là que vous avez eus dans l'année 2024, c'est notre 2,1 millions ici d'acquisition d'immobilisation corporelle. Maintenant, comment ça a été financé? Bien, on voit ici revenu d'investissement 1,8 million. Pour 2024, ça, c'est des subventions. J'ai mis ici le détail des deux montants. Le premier, 1 699 000, c'est la TEC qui subventionnait principalement le remplacement de la conduite 4e rang. Donc, presque 1,7 million qui est pour ça. Le reste, c'est 138 000 de subventions principalement de la MRC pour plusieurs projets. Là. Il y avait la petite Massal, il y avait les jeux d'eau. Puis, j'ai inclus aussi dans ce montant-là le PRABAM qui est, entre autres, pour des projets antérieurs, mais dont la reddition de compte s'est faite cette année. Donc, c'est des montants de subventions là, qui avaient été encaissés dans le passé. Donc, 1,8 million ici là, de revenus d'investissement de subvention, mais on avait 2 millions, presque 2,1 en acquisition. Donc, c'est pour ça qu'on est allé chercher dans le fonctionnement, je l'en parlais tout à l'heure, 253 000 pour couvrir les autres projets pour lesquels il n'y avait pas là, de subvention spécifique à ces projets-là. Ce qui fait que cette année, pour 2024, on n'a pas de surplus ni de perte, on tombe à zéro au niveau du résultat d'investissement. Est-ce qu'il y a des questions sur les investissements avant que je passe au bilan? Oui, M. Caillé. Une simple question, c'est que dans les immobilisations, il y a deux montants pour la conduite certainement. Pourquoi? Dans les investissements, il y a deux montants pour la conduite de la 4e rang. Naturellement, tu as le montant de la TEC, tu as le montant investi par la municipalité, j'imagine. 100 000. En fait, ici, si on regarde, dans le fond, dans les acquisitions, le 2 millions, on a 1,8 million qui est le remplacement de la conduite 4e rang pour lequel vous avez la TEC. Ouais. L'autre portion qui est la conduite d'eau potable, c'est 18 000, ça a été financé. Je vais juste vérifier. C'était les études d'ingénierie qui étaient financées par la municipalité. C'était les études d'ingénierie. Et il était financé dans le seuil. Ah oui, oui, effectivement, c'est possible. Je vais juste valider. La conduite, c'était le 18 299. Oui, exactement. C'est inclus dans les activités de fonctionnement. Ici, 253 000. Dans le fond, c'est la portion, effectivement, de la municipalité pour couvrir ce qui n'était pas couvert par la subvention de la TEC. Donnez-moi juste un instant. J'ai un problème de fil ici. Ça devrait aller mieux. Bon. Vous m'entendez bien? Oui. Est-ce que toi, tu m'entends mieux? Donc, je vais tourner maintenant à la page, c'est la page 2 dans la version papier de la section du sommaire. Donc, on a vu les résultats, donc l'espèce de vidéo de toute l'année, revenus, dépenses, autant du côté fonctionnement que du côté investissement. Ce qui nous reste à voir, c'est la situation financière ou le bilan, qui est comme plus l'équivalent d'une photo. Donc, on regarde la situation financière à une date précise, qui est le 31 décembre 2024. Étant donné qu'on est au niveau du bilan, de la situation financière, on a pris le colonne budget.
Donc, on peut toujours comparer avec l'année précédente là, pour voir l'évaluation principale du 31 décembre 2023 versus 2024. Encore une fois, on regarde la colonne administration municipale seulement, on ne regarde pas le total consolidé. La première section, les actifs financiers, ce sont dans le fond tout que la municipalité possède en termes en caisse de compte de banque ou de sommes à recevoir. La première ligne trésorerie, c'est spécifiquement les comptes en banque ou les placements temporaires, les épargnes à terme, les dépôts à terme, etc. On avait 5,3 millions au 31 décembre 2024, donc une augmentation de 700 000 environ par rapport au 0,6 de l'année précédente. Au niveau des détenteurs, ça inclut tous les montants qui sont à recevoir par rapport à l'année courante, aux activités courantes de la municipalité. Donc là-dedans, il y a autant les taxations à recevoir qui n'avaient pas été encaissées de l'année précédente. Il y a surtout les subventions. Les plus gros montants, ce sont les subventions à recevoir, les droits de mutation facturés à recevoir, etc. Donc, on avait 932 000 l'année précédente, on est à 1,9 cette année. Le taux d'augmentation, en fait, c'est la on a vu tantôt qu'on avait un 1,6 de revenus tech d'investissement par rapport, entre autres, à la conduite quatrième rang. Donc, c'est inclus dans les montants à recevoir. La ligne prêt, c'est pour les installations septiques. Donc, dans l'année 2023, il y a eu des prêts qui ont été faits en lien avec les installations septiques. Donc, il y avait au 1er décembre 2024 729 000 à encaisser. Il y a des montants qui ont été encaissés dans l'année 2024, donc il reste 707 000 à recevoir par rapport à ces prêts-là. Donc, ces actifs financiers-là, 8,9, presque 9 millions, mais on a aussi des passifs, donc des comptes à payer. La ligne créditeur et charges à payer, ce sont justement tout ce qui est facture de fournisseurs à payer. On reçoit une facture au mois de décembre, on la paye au mois de janvier. C'est également les salaires courus à payer, les vacances accumulées. Il y a des dépôts aussi également, des revenus qui sont inclus là-dedans. Donc, tous ces montants-là, on avait un 729 000 à payer le 31 décembre 2023. On a un gros montant là, cette année, quelques 2,5 millions. On avait encore une facture importante en fin d'année par rapport à la conduite du quatrième rang, 1,7 million. Donc, ça cause l'explication de l'augmentation ici des comptes à payer. Oui? Marie-Lou, ton son coupe beaucoup. On t'entend, mais le son varie. Tantôt, j'entendais pas tout, puis là, j'entends tout. Je pense que c'est un problème de mon côté. Donnez-moi 2 petites secondes. Camille, est-ce que tu m'entends, toi? Moi, je t'entends très bien, José. Le son de mon côté est correct également? Oui. OK. Donc, je pense que mon haut-parleur ne fonctionnait plus, mais avec mes écouteurs, ça devrait fonctionner. Vous avez une question? Ça va vraiment bien. Oui. OK, parfait. Donc, on continue. Oui. Donc, la ligne suivante, revenus reportés. Dans le fond, dans les revenus reportés, ce sont des montants que la municipalité a déjà encaissés comme revenus, mais qui n'ont pas été utilisés encore. Donc, là-dedans, on a principalement le fonds carrière sablière. Et est-ce que je pense que vous aviez un terrain, un fonds de parc et terrain aussi? Oui. Donc, on a un Je te confirme que oui, il y en a plusieurs, là, mais ça totalisait pas loin d'une 50aine de livres. Exact. Donc, on avait 268 000 carrières sablières, on a 102 000 fonds de parc et terrain de jeu, puis on a des petits montants, d'autres petits montants pour 4 000 perçus d'avance. Donc, l'augmentation cette année, en fait, c'est justement des montants qui ont été encaissés à ce niveau-là puis qui n'ont pas encore été utilisés. Il n'y avait pas eu d'utilisation cette année. Dernier passif, dette à long terme. Donc, ça, c'est vraiment les dettes qui ont été contractées là, auprès de la caisse ou de banque. On avait 1,6 million l'année dernière, 1,5 cette année. La diminution, c'est les paiements de capital qui ont été faits sur la dette à long terme.
Donc, quand on regarde le total des actifs moins les passifs, donc tout ce que vous avez dans le compte de banque ou à recevoir, moins les montants à payer, on a des actifs financiers nets de 4,5 millions cette année. On était à 3,5 l'année passée. Donc, on a augmenté la position financière nette de la municipalité par rapport à l'année précédente. Il y aurait une question, Marie-Lou. Oui, oui. Oui, si vous me permettez, la ligne numéro 9, créditeur et charges à payer, ça a coupé beaucoup, ça me semble une ligne très importante. Est-ce que vous pouvez me la résumer, s'il vous plaît? Oui, en fait, dans le créditeur et charges à payer, il y a les comptes fournisseurs principalement, donc les factures qui sont reçues en fin d'année qu'on paye le mois suivant. Il y a les charges, il y a les salaires courus à payer, donc les salaires là, dans le fond de la dernière semaine du mois de décembre. Il y a des vacances accumulées à payer. Il y a des dépôts. Je pense que vous aviez un dépôt de 15 000 qu'il y avait encore cette année, mais le plus gros, c'est vraiment les comptes fournisseurs. Et cette année, l'augmentation par rapport à l'année précédente, c'est qu'en fin d'année, il y a eu une facture pour la conduite d'eau de 1,7, mais c'est presque 1,8, 1 799 000. Dans le fond, qui a vraiment des travaux qui ont été faits en 2024. La facture a été reçue à la fin, donc ça a été payé seulement en 2025. C'est pour ça que le montant est beaucoup plus élevé que l'année précédente. Merci. Est-ce que ça répond à la question? Oui, c'est pas mal plus clair. C'est plus clair que tout à l'heure. Oui, ça répond à la question. Merci. Parfait. Dans le fond, ce qui nous restait au niveau des actifs, c'est qu'on a vu les actifs financiers, il y a les actifs non financiers aussi, donc c'est principalement vos immobilisations corporelles, 9,7 millions. C'est ce que j'expliquais tantôt, ça englobe tout ce que la municipalité possède et utilise, que ce soit à l'interne ou pour offrir les services. Donc, administration, transport, etc. On a les bâtiments, les véhicules, les infrastructures de route, les terrains de jeu, tout ça est inclus là-dedans. Donc, on avait 8 millions l'année passée, 9,7 millions cette année. Dans le fond, c'est qu'on a augmenté de 2 millions. On a vu tantôt dans l'investissement 2024 que vous avez dépensé ou acquis des immobilisations pour 2 millions. Et il y a également de l'amortissement qui s'est pris au niveau comptable. C'est l'utilisation, dans le fond, des immobilisations à chaque année qui était de 414 000, si je me souviens bien, 421 000. Donc, c'est ce qui fait qu'au net, on a augmenté de 1,6 million. Puis, la ligne autre, ce sont des stocks et des frais payés d'avance pour 742 000. Donc, si je regarde le total complet, actifs financiers et non financiers, moins les dettes, 9,8 millions cette année, 8,1 l'année passée. Donc, on a eu une augmentation nette de la richesse de la municipalité, si on veut, de 1,7 million. Si on regarde l'excédent, dans le fond, accumulé, il y a plusieurs, dans le fond, lignes là, dans cette section-ci. C'est que la première, investissement net dans les immobilisations et autres actifs, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, dans le fond, toutes nos immobilisations, bâtiments, routes, etc., on avait un 9,7 millions. Moins, dans le fond, la dette à long terme qui est rattachée à ces immobilisations-là, 1,5. Mais on a aussi des subventions à recevoir par rapport à ces dettes-là ou ces immobilisations-là. Donc, au net, on a un 9,2 qui est investi. Ça inclut, le investi, là, ça inclut également les prêts. Donc, c'est les immobilisations corporelles et les prêts pour les installations septiques. On a aussi des réserves financières, 569 000. Le plus gros montant, c'est le 500 000 du fonds de roulement, là, que vous avez un fonds de roulement autorisé de 500 000 qui est inclus à ce niveau-ci. Et tous ces montants-là, dans le fond, ça nous laisse au niveau de l'excédent de fonctionnement non affecté. C'est ce que souvent on est intéressé à connaître à la fin de l'année, c'est 4,4 millions. Donc, le montant accumulé non affecté, ou souvent appelé le surplus libre, c'est 4,4 millions qui peut permettre là, de financer des futurs projets. Est-ce qu'il y a d'autres questions au niveau du bilan ou de la situation financière? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Un bon bilan financier. Donc, dans le fond, dans le sommaire, au
page suivante, il y a le détail là, de l'excédent de fonctionnement affecté. Vous avez plusieurs petits montants là, qui sont affectés, exploitation 10 000, éventualité 25 000, donc tout le détail est là. Et ensuite, on a, dans le fond, le sommaire de l'analyse de la dette à long terme, le 1,5 million, ça vient juste nous montrer, dans le fond, qu'il y a une portion de 990 000 qui est à la charge de l'ensemble des contribuables, 210 000 d'une partie, et un 367 000 qui est subventionné, dans le fond, par le gouvernement du Québec. Puis, bon, les revenus, on les a déjà vus, les charges, puis ça fait le tour de ce qu'il y avait dans le sommaire. Est-ce qu'il y a des questions qui sont plus générales ou globales sur les états financiers ou sur le processus d'audit? Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai c'est une constatation, mais la municipalité se porte bien. Oui. Si je peux juste ramener, dans le fond, au dernier tableau qu'on a vu, le sommaire de la situation financière, on voit que nos actifs financiers moins nos passifs, 4,5 millions, donc on est dans le positif, ça va bien. On voit que trésorerie est équivalent, donc dans le fond, c'est le compte d'opération, compte bancaire d'opération, mais aussi les placements, dépôts à terme, on a 5,3 millions de liquidités disponibles pour des passifs totaux de 4,4 millions. Donc, ça va bien à ce niveau-là, là, au niveau des liquidités. Puis, quand on regarde l'excédent accumulé, c'est certain que la plus grosse portion est investie dans les immobilisations, mais on a quand même un 4,4 millions qui est libre, qui est non affecté, qui peut être utilisé pour des projets ou pour balancer. Tu sais, des fois, vous n'en aviez pas cette année, mais pour 2024, je veux dire, vous n'en aviez pas pour utiliser pour 2025, mais pour 2024, vous aviez fait une affectation de 200 000 pour balancer le budget. Ça vient de cet excédent non affecté-là. Donc, ça, c'est le montant 4,4 millions qui vous est disponible pour des projets ou pour balancer un budget. Il faut comprendre qu'on a toujours le projet de réfection de la caserne et le projet de construction de l'hôtel de ville. Donc, quand je suis arrivée en poste il y a maintenant 4 ans et demi, on avait un surplus de 4 millions. On se tient toujours là-dedans malgré les investissements qu'on fait, l'achat de la salle et tout ça. Pas parce qu'on prend un budget où les revenus sont plus hauts que les dépenses, mais parce qu'on gère la municipalité serrée pour s'assurer que quand on va arriver à ces projets-là qui vont bénéficier à l'ensemble de la collectivité, l'argent soit toujours disponible pour l'investir. Naturellement, on fait beaucoup de demandes de subventions, puis ça retarde un peu des projets, ça les avance, mais ça nous permet d'aller chercher les aides financières pour pouvoir combler les projets. Ce que j'entends, c'est que vous avez des projets qui sont prévus pour ces montants accumulés-là. Vous pourriez toujours passer des résolutions pour, si vous vouliez avoir une image, dans le fond, le plus proche de la réalité, vous pourriez peut-être passer des résolutions pour venir mettre en affecté les portions rattachées au projet, mais je ne sais pas où vous en êtes par rapport à l'estimation de ces projets-là, mais ça pourrait montrer un excédent non affecté plus petit, plus proche de la réalité, s'il y a déjà une portion que vous savez qui va être attribuée à des projets. Effectivement, on attend juste les aides financières pour pouvoir les affecter parce que ça va venir jouer sur l'affectation qui va être faite. Ah, ben oui, effectivement, c'est sûr qu'il y a un montant, des fois, dépendamment des subventions qui sont disponibles, là, ça peut jouer sur le montant. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou constatations? Il ne semble pas avoir de questions ni de commentaires. Parfait. Donc, dans le fond, nous, le document complet a déjà été déposé là, sur le portail. Donc, Mme Vandette, vous auriez simplement à rajouter là, dans Perform en ligne la date du dépôt pour pouvoir transmettre. Parfait. Et puis, il restait les lettres de recommandation là, qui vous être envoyées demain matin pour finaliser tout ce qui est dossier d'état financier de fin d'année. Merci infiniment pour votre excellent travail. On comprend là, que, comme j'ai expliqué aux membres du Conseil, les états financiers ont été déposés plus tard cette année en raison du fait là, que vous attendiez des directives par rapport à la comptabilisation de la régie d'assainissement des eaux. Et là, oui, vous avez obtenu les directives, ça a eu un impact sur nos états financiers, d'où le rapport,
l'attente pour la production des états financiers. Effectivement, dans le fond, c'est la consolidation là, de la régie qui a retardé la sortie des états financiers. Parce que sinon, au niveau de l'audit, pour la municipalité, ça s'est vraiment bien passé. Merci. On apprécie. Merci. Question, s'il vous plaît. Oui? Ce qui veut dire que la municipalité est en bonne position Oui. dans les comptes, ces choses-là? Bon, parfait. Bonne nouvelle. C'est une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que quand on demande des subventions, le fait qu'on soit en très bonne situation financière peut un peu nous nuire, mais compte tenu des projets d'envergure que l'on a, notamment des conduites d'égouts pluviales dans le domaine d'Ouville, les conduites d'égouts sanitaires à Douville, la construction d'un hôtel de ville et également la construction d'une caserne, on comprend que quand on va arriver dans les subventions, les gens vont voir que ce surplus-là va malheureusement fondre un peu, puis avec raison, là, parce que c'est des projets d'investissement. On va quand même demeurer avec de bons investissements, une santé financière en investissement qui sera bonne, mais on n'aura plus autant de surplus, c'est sûr et certain. Mais ça nous permet de réaliser des gros projets sans être mal pris financièrement et sans devoir augmenter le taux de taxation, ce qui est quand même très important. C'est important. Merci. Merci. Merci Mme Goyer, Mme Legault et merci Mme Lavallée. Bonne fin de soirée. Merci. Merci, vous aussi. Bonne fin de réunion. Bonne soirée. Merci. On va continuer la séance ordinaire du Conseil du lundi 18 août 2025 en présentiel et en présence du public. Cette séance devait avoir lieu initialement le 11 août, mais a été déplacée telle qu'annoncée à la République et publiée le 10 juillet 2025. La séance sera diffusée sur le site Internet de la municipalité dans les 24 heures. Je vais demander à chaque personne de s'identifier. Daniel Bouchard, siège numéro 1. René Poirier, siège numéro 3. Daniel Choquette, siège numéro 4. Patrick Vizien, siège numéro 5. René Carl Martin, siège numéro 6. Assiste également à la séance la directrice générale greffière trésorière, Mme Josée Landette, ainsi que moi-même, la mairesse. Est absente Mme Christine Goujon. On a passé le point 1, qui était la présentation des états financiers. Au point 2, on va adopter l'ordre du jour. Vous remarquerez dans l'ordre du jour final qu'il y a une adresse qui a été changée. Je m'étais complètement trompée d'adresse, mais le projet est celui que je vous avais parlé. Donc, l'ordre du jour peut être adopté tel que modifié. Qui est-ce qui propose? Propose. Second. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Au point 3, l'adoption des procès-verbaux. Alors, on est à l'adoption du procès verbal du 7 juillet. Il vous a été déposé. Alors, si vous êtes d'accord, c'est pour adoption. Vizien, second. Choquette. Tout le monde est d'accord? Au point 4, c'est le rapport de correspondance. Alors, je vous ai déposé plusieurs correspondances. La correspondance a repris, donc, en lien avec le monde municipal, notamment là, des rapports au niveau de l'UMQ et de la FQM sur les changements législatifs. Au point 5, c'est le suivi des demandes de citoyens et citoyennes. Il n'y a pas de demande ce mois-ci. Au point 6, dans la législation. Au 6.1, règlement numéro 25-605, décrétant diverses modifications au règlement de zonage, numéro 09-370. C'est l'adoption. Alors, il y a eu une séance publique de consultation qui était prévue à 7 heures ce soir. Personne ne s'est présenté. Alors, le but du règlement, c'est de préciser les modalités d'autorisation des entrées charretières en U, notamment pour permettre aux terrains qui ont front sur 2 rues de faire un U par rapport aux 2 rues. Modifier les normes d'implantation des lots à vocation uniquement résidentielle en zone agricole. Alors, les gens qui ont un petit terrain en zone agricole et qui sont là seulement à des fins résidentielles, on va leur appliquer les normes du résidentiel et non pas les normes de l'agricole, notamment parce que la marge est plus grande à respecter. Au lieu d'être 3 mètres, c'est 6 mètres.
sur les marges latérales et ils peuvent mettre le nombre de bâtiments alors que le terrain ne peut pas accueillir le nombre de bâtiments qu'ils voudraient. Modifier les normes de fermeture de fossés pour préconiser les fossés ouverts et à défaut, ça va prendre une étude d'ingénieur pour le dimensionnement parce qu'avec les pluies torrentielles que l'on a, si les fossés sont fermés, il faut être sûr que la canalisation puisse le prendre. Les marges de recul dans le cas des lots arrière, des cours arrière en lot de coin. Alors, les lots qui sont en coin, les marges arrière commencent à l'arrière de la maison. Dans certains cas, il n'y a même pas de marge arrière. Alors, on va simplement les mettre en front pour que les gens puissent utiliser leur terrain parce qu'ils ne peuvent pas l'utiliser. Naturellement, ça ne doit pas nuire au triangle de visibilité. Et on va permettre la clôture de mètres dans la marge avant, près de 3 mètres. Il y a également là, pour l'acier profilé qui sera autorisé jusqu'à concurrence de 40% sur certains bâtiments. Alors, on parle d'un acier profilé traité, donc on va autoriser. Alors, c'est la modification réglementaire. Si vous êtes toujours d'accord, on adopte le projet ce soir et ce sera soumis à la MRC pour validation. Lisez pas beaucoup. Qui a secondé? Tout le monde est d'accord? Au 6.2, les autres règlements de provenance de l'autre municipalité, 6.2.1, règlement 849 relatif au plan d'urbanisme de la ville de Saint-Hyacinthe. Alors, la ville de Saint-Hyacinthe vient de reviser son plan d'urbanisme. Ils l'ont déposé, il est maintenant accepté. Il datait du 2 novembre 2010, donc la réforme a été effectuée. On devra commencer la nôtre avec le prochain conseil, là, dans la cour du mandat du prochain conseil, de reviser notre plan d'urbanisme pour l'actualiser, faire en sorte là, que ce soit des dispositions beaucoup plus sur les objectifs que sur des normes précises qu'on en avait. Au 6.3, changement législatif, c'est de l'information sur le projet de loi 101. Alors, projet de loi 101 qui vise l'amélioration de certaines lois du travail. Je vous ai déposé les mémoires de la FQM. C'est quand même intéressant là, de voir tout ce qui change et qui peut avoir un impact. Au 7.1, le dépôt du rapport financier. Alors, comme à chaque mois, je vous dépose le rapport mensuel financier qui vous permet de suivre l'évolution du budget par rapport au budget initial. Encore cette année, les lois de mutation vont être plus lourdes. On a beau budgéter avec des réserves, mais ici, c'est encore rendu beaucoup de maisons. Au 7.2, l'approbation des comptes à payer. Alors, on en a pour 682 596 et 20. Une petite question, Oui. L4 construction, Oui, le montant 356 000, c'est la montée que oui. Tout ce qui est L4 construction, c'est monté du 4e. Parfait. Les travaux sont complétés. Il reste certaines modifications à faire au niveau des regards avec compteurs qu'on a installés, notamment au golf, mais aussi pour quand ça rentre de la régie et quand ça ressort. Et il reste également les déficiences qui vont être corrigées à l'automne. Après ça, il y aura la réception provisoire, réception définitive dans un an et remise de la retenue dans un an. Alors, qui est-ce qu'il propose? Lisez pas beaucoup. Tout le monde est d'accord? Au 7.3, suivi et contrôle budgétaire. Alors, c'est la même chose qu'à chaque mois. Je vous dépose le suivi budgétaire. Ça vous fait état des dépassements de coûts par rapport au budget. Par ailleurs, le budget complet est jamais dépassé. Alors, c'est juste des réaffectations de postes. On en a pour 3 465 et 44 pour juillet. Proposé par Lisez une seconde. tout le monde est d'accord? Au 7.4, dans les ressources humaines, 7.4.1, embauche d'une greffière trésorière adjointe. Alors, comme vous le savez, Mme Cormier prendra sa retraite le 30 septembre. Donc, on a passé des entrevues, on a ouvert des postes. Et je vous recommande l'embauche de Mme Nathalie Picard à titre de greffière trésorière adjointe. Elle entrerait en poste le 25 août. Il y aurait une formation d'un mois donnée par Mme Cormier qui sera disponible pour revenir aux besoins, si on en a besoin pour venir peaufiner la formation. Alors, si vous êtes d'accord, on embaucherait Mme Picard. Le comité des ressources humaines vous recommande
Yves Son aussi. Yves Armilson. OK. Je vous recommande l'embauche de Mme Picard. Alors, je vous propose également là, de permettre une prime de 10 % de Nathalie là, pour la formation. Excusez, Madame la mairesse. Oui. Est-ce que... Qui a rencontré Madame Picard? René Carme? Et René. René et Ginette et moi. OK. On était 4. Merci. J'oppose. Nathalie Cormier également. Je seconde. Tout le monde est d'accord? Oui. Au 7.5, liste d'allocations de jouets équipés pour la salle municipale. Alors, comme à chaque mois, je vous dépose les listes de location. Alors, c'est plus tranquille en été. La danse va reprendre quelque part en septembre ou octobre. Au 7.6, sur ratification des états financiers 2023-24 de la municipalité. Alors, vous avez eu la présentation des états financiers. Vous avez eu également là, la réserve au niveau de la présence d'amiante dans les bâtiments. On devra faire évaluer les deux bâtiments, soit celui de la régie et celui ici, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'amiante. Et on a fait les avis publics requis. Donc, on doit ratifier les états financiers 2023 et 2024. Parce que 2023 a été rappelé pour rajouter la réserve d'amiante, donc on ratifie les deux, mais ça ne change rien au niveau des chiffres. Au niveau des déficiences qui ont été notées, je vous ai mis la lettre. Il y a 2 déficiences qui sont notées. Premièrement, il y a un écart entre l'auxiliaire et le grand livre. Cette auxiliaire, la différence entre l'auxiliaire et le grand livre est principalement causée par le logiciel Kidigo qui ne parle pas le même langage que notre logiciel comptable. Donc, on doit fonctionner par l'écriture comptable plutôt qu'auxiliaire. Alors, s'il y a moindrement quelqu'un qui n'a pas payé son compte dans les loisirs, ça vient débalancer. Mais ça se finit toujours par se rebalancer à la fin de l'année. On est capable d'expliquer tous les montants, qu'on parle de différences minimes, mais c'est toujours recouvré. Et pour ce qui est des taux de salaire, il y a un pompier qui, depuis 2020, a 10 % en vacances, alors que la Convention ne prévoit pas ça. Ni moi, ni Nathalie n'étions en poste au moment où le 20 le 10 excusez-moi, de taux de vacances a été donné en 2020. On a cherché, on ne trouve pas pourquoi, donc ça va être réajusté en 2025 à 8 % comme ça devrait être. C'est les 2 seules déficiences. Question, Madame la mairesse. Oui. Seulement pour être sûr, l'ajout au niveau de la réserve pour l'amiante, à l'heure actuelle, est-ce qu'on est sûr à 100% qu'on a de l'amiante? Non, on n'est pas sûr. Ça se peut qu'elle écoute. Ben, tout à fait. Dans le fond, c'est l'information que je voulais véhiculer, donc il ne faut pas que le monde parte en peur en pensant qu'on a de Je prends par exemple le bâtiment de la régie. Si la régie, on comprend que c'est une bâtisse de blocs de béton avec de la tuyauterie. Si jamais il y a de l'amiante, c'est dans l'isolant des tuyaux. Changer ça, ça va coûter 1000 $ au gros maximum. Mais tant que je n'ai pas une étude qui vient le démontrer. Non, parce qu'on avait entendu dire à travers les branches que le bâtisse, il y a eu de la désinformation. Oui. Donc, c'était seulement pour rectifier le tir. C'est tout. Alors, qui est-ce qui propose? Je propose. René Carme. Vivien Second. Tout le monde est d'accord? Au 7.7, c'est l'approbation pour la reddition de compte pour la TEC 2018-2025. Alors, comme vous le savez, pas 2018-2025, la TEC 2019-2024. Donc, comme vous le savez, en vertu de la TEC, on avait un montant de 1 699 724, si je ne m'abuse, qui était fourni par la TEC. Pour ça, il fallait rencontrer un seuil de dépenses pour les années 2019 à 2023 de plus de 700 000. Alors, on a rempli le seuil en investissement en matière de voirie pour le 700 000 et on va toucher le 1 699 000 qui a été affecté en totalité au projet de réfection de la conduite du 4e rang. Alors, c'est pour la reddition de compte qu'on dépose auprès du ministère. Naturellement, c'est vérifié par les auditeurs. Chacune des factures est vérifiée. C'est également vérifié par le MAMACH. Alors, il y a juste à déposer final au niveau du MAMACH, mais tout est vérifié. Martin? Daniel? Oui. Vivien Second. Tout le monde est d'accord?
Au 7.8, mandat d'audition, c'est un octroi pour la TEC 2014-2020. C'est 2014? 2019, 2024. 2019-2024. Alors, la TEC 2019-2024, j'ai-tu mis 2014? Oui. 2019-2024. Excusez-moi, c'est mon erreur. Alors, ça prend un mandat d'audition. Dans les états financiers, ils ont fait le seuil. Maintenant, il faut qu'ils fassent l'audition. Naturellement, ça ne devrait pas être tellement cher parce qu'on a une seule et unique facture qui est 1 699 000. Mais il faut quand même mandater les auditeurs FBL pour faire l'audition et déposer le rapport auprès du ministère. Qu'est-ce qu'il propose? Bien robot. 15 secondes. Tout le monde est d'accord? Au 7.9, c'est de l'information sur le suivi avec le ministère du programme Primo 2023-2033. Si vous me permettez, Mme Lapérez, juste avant de passer à ce point-là, simplement vous indiquer que tant que cette reddition de compte-là n'est pas faite, je ne peux pas faire la programmation dans la TEC 2025-2029. Donc, quand on parle du Primo, le réseau pluvial, on avait fait une demande. Le ministère nous a écrit ce mois-ci nous indiquant que notre demande a été retenue pour une aide financière, mais que par ailleurs, il n'est pas jugé prioritaire. Donc, on pourra demander à partir du 1er novembre 2026 une aide financière. Je vous en avais déjà parlé. Il nous recommande fortement de déposer le projet dans la TEC 2025-2029. Donc, si on le dépose dans la TEC, on n'ira pas chercher l'argent du Primo. De toute façon, le Primo, qui est le programme d'investiture en eau, ne nous permet pas d'aller chercher de subventions tant et aussi longtemps que notre TEC n'est pas dépensée. Donc, ça va être important de planifier notre TEC, et ça, on va pouvoir en parler là, dans les prochaines semaines, de planifier notre TEC pour faire une programmation préliminaire. Comme vous le savez, on part en appel d'offres pour le contrat de l'égout pluvial dans le domaine d'Ouville dans les prochains jours. Donc, domaine rond, excusez-moi, dans les prochains jours. Donc, quand on va partir en appel d'offres, on va avoir des prix sur ce qui va représenter le contrat. Alors, ce que dit la lettre, c'est qu'on a été retenu, mais on n'est pas prioritaire. Donc, ça va en 2026 avant qu'on puisse demander si on veut repasser par le Primo. Sinon, bien, il nous suggère fortement de passer par la TEC. Si vous me permettez, Mme la mairesse, pour ceux et celles qui sont un petit peu moins au courant, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de subventions, puis c'est le nerf de la guerre au niveau municipal, si on ne veut pas avoir d'augmentation de taxes. Donc, des fois, les gens disent « Ah, il me semble que ça avance pas vite, mais c'est une question de stratégie. On pourrait aller bien vite, mais les taxes vont suivre aussi. Donc, c'est toujours une question de taxation. C'est pour ça qu'il faut être patient. Puis on voit un exemple flagrant ici. Des fois, on n'a pas le choix, il faut être patient, sinon ça va être directement repoussé au compte de taxes. Oui, puis le Primo, c'est quand même un projet qu'on travaille depuis 3 ans. Ce n'est pas d'hier la demande de subvention. Au 7.10, confirmation de l'octroi d'une aide financière pour le programme d'aide à la voirie locale. Alors, c'est la lettre de la ministre Geneviève Guilbeault qui nous confirme qu'on va recevoir 10 322 dans le cadre du programme. On avait déjà décidé qu'on faisait la rue Normand et... Une partie? de Merce, les 2 rues qui sont endommagées. Millette, on faisait les carrés qui sont très endommagés avec cet argent-là. Donc, on va pouvoir aller de l'avant maintenant qu'on a reçu la lettre. Au 7.11, officialisation d'une entente de service avec le CPE, le temps de Rennes. Depuis l'adoption du projet de loi 95, le projet de loi 95 vient revoir le monde des garderies pour indiquer que les garderies n'ont plus le droit de prioriser les enfants des municipalités dans lesquelles ils sont, sauf s'il y avait déjà des ententes antérieures avec eux et des ententes qui leur permettaient de dire on priorise. Dans de tels cas, cette priorisation-là va être valide que pour 50% des enfants qui utilisent la garderie le temps d'un rêve. Donc, c'est le CPE qu'on a au village. Actuellement, il y a 91 enfants d'inscrits, 41 qui proviennent de la municipalité de Sainte-Madeleine et 48 qui proviennent de chez nous. Donc,
Ce qu'on essaie de faire, c'est de confirmer les ententes qu'on a. Entre autres, on payait du déneigement pour la garderie. On a, chacune des deux municipalités, investi des montants différents dans des rénovations qu'il y a eu à la garderie. On veut faire confirmer cette entente-là et on veut faire en sorte que le ministère en tienne compte pour nous permettre de prioriser 50% des enfants qui viendront de notre territoire avant d'ouvrir à l'ensemble du Québec pour les enfants qui vont être choisis pour le temps de rêve. Donc, la résolution vise à confirmer ces ententes-là que vous avez déjà adoptées par résolution au fil des années et faire en sorte que le ministère puisse avoir les documents pour reconnaître qu'on peut prioriser 50% des enfants en provenance de Sainte-Madeleine et de Sainte-Marie-Madeleine. C'est renouvelable à tous les ans. C'est renouvelable à tous les ans. Question comme ça, est-ce que d'emblée, on peut prendre pour acquis que ça va être positif? Ça, on ne le sait pas. Le projet de loi 95 prévoit que le gouvernement va adopter un règlement qui va établir les règles. Naturellement, le règlement n'est pas encore adopté. Donc, est-ce que le gouvernement va exiger un investissement jusqu'à concurrence d'un montant X pour la priorisation? On ne le sait pas. On espère que non, mais si on ne le fait pas avant le mois d'août, avant le 22 août, malheureusement, c'est sûr qu'on passe à côté du train. Daniel Bouchard, seconde. Tout le monde est d'accord? Au 7.12, autorisation d'effectuer des recherches sur les antécédents judiciaires. Alors, comme vous savez, on a des employés qui ont à travailler avec les enfants, ne serait-ce qu'au camp de jour. Alors, on doit faire la vérification des antécédents judiciaires. C'était Mme Vachon qui était autorisée à faire la vérification. J'étais autorisée également. Alors, on vous demande de confirmer que je suis autorisée et de mandater aussi Vanessa Gauthier pour faire les demandes au nom de la paroisse. Second. Tout le monde est d'accord? Oui. Au 7.13, dépôt d'un projet régional, c'est une demande d'autorisation pour le Fonds Région et Ruralité FFR4. Alors, le MRC des Mascoutins et les municipalités, on a demandé à la MRC de déposer un fonds, une demande de subvention au Fonds des régions et ruralité pour réussir à obtenir du personnel formé, entre autres des travailleurs sociaux, des techniciennes en éducation spécialisée, pour soutenir les municipalités dans leur camp de jour. Comme vous le savez, la clientèle est de plus en plus difficile à gérer. On a de plus en plus de problématiques pointues par rapport aux enfants et les animateurs sont souvent laissés à eux-mêmes avec notre coordonnatrice qui peut les accompagner, mais on n'a pas beaucoup de soutien. Alors, on aimerait bien avoir de l'argent pour engager des travailleuses sociales et des techniciennes en éducation spécialisée pour venir nous aider avec les cas problématiques. Je pense que ce serait un plus. On sait que le gouvernement étudie également la possibilité de reviser les règles pour qu'on puisse embaucher les techniciennes d'école durant l'été pour pouvoir venir nous aider sans qu'ils perdent tout leur chômage. Ça pourrait être une belle mixité pour nous permettre d'avoir du soutien parce que nos jeunes travaillent au camp de jour, travaillent fort, mais quand on a des cas problématiques, de gérer, c'est une autre partie. Ça reste quand même de jeunes adultes. Oppose. René. 2 secondes. Tout le monde est d'accord? Oui. Au 7.14, offre de Terrien Couture avocat pour les services juridiques. Alors, Terrien Couture vous dépose comme à chaque année leur acte. Alors, vous en prenez acte tout simplement et vous offrent leur service. On les embauche déjà pour le projet de dézonage ici. Au 7.15, dépôt des remises de la Cour municipale du 1er avril au 30 juin 2025. Alors, on a reçu une somme de 8 520 à titre de remboursement des amendes du 1er au 30 juin. Il y avait 72 dossiers qui ont été traités par cette période pour un total de 166 dossiers depuis le 1er janvier 2025. Au 7.16, proclamation de la semaine des municipalités du 14 au 20 septembre. Alors, la semaine des municipalités va se tenir du 14 au 20. Alors, on proclame, comme à chaque année, la semaine des municipalités et on va préparer des capsules d'information pour les citoyens. Proposé par Oppose. C'est bon.
Excusez, Mme la mairesse, la semaine, la municipalité, elle arrive pendant le congrès. Juste Donc, avant, le congrès, c'est après. juste avant le congrès. OK, merci. Au 7.7, autorisation pour renouvellement de bail pour l'hôtel de ville et le garage municipal. Alors, comme on n'a pas encore l'autorisation de construire, on vous demande de renouveler pour une période de 2 ans les baux du garage et de l'hôtel de ville. Par ailleurs, on peut quitter quand on veut. Là. Le propriétaire attend de reprendre les lieux, il en a besoin. Alors, dès qu'on sera prêt, on pourra résider. Donc, ça serait jusqu'au 31 octobre 2027. Oui. Merci. C'est bon. Daniel, les chocs qu'elle propose. Tout le monde est d'accord? Dans la sécurité publique et civile, au 8.1, position de la FQM pour le programme de premier répondant. Alors, comme vous savez, le gouvernement du Québec prévoit remplacer, pas remplacer, mais substituer au manque d'ambulanciers les pompiers à titre de premier répondant. Actuellement, il y a des projets qui se font sur une base volontaire, mais là, on parle d'imposer ça aux municipalités. Ça va imposer de la permanence en caserne. Il y a des coûts qui vont s'en venir avec ça. Et dans les projets qui sont négociés avec la FQM et l'UMQ, actuellement, il n'y a aucune remise d'argent de la part du gouvernement. Alors, on nous demande de les soutenir et d'indiquer au gouvernement qu'on n'est pas contre nécessairement, mais que si jamais on doit assurer les premiers répondants, il ne faut pas que ça vienne avec des ressources financières parce que les municipalités n'ont pas les moyens de faire payer ça par leurs citoyens. Alors, si vous êtes d'accord, on adopte une résolution pour les soutenir. Oui, certain. On propose, dans le fond, de les soutenir. De les mais pas appuyer. De les appuyer, mais pas de contre ça, dans le fond. Oui, de dire qu'on veut qu'ils négocient le cadre comme il faut, puis qu'ils s'assurent que si jamais il y a un transfert, qu'il y a l'argent qui vient avec et des conditions qui sont viables pour les petites municipalités. Parce que là, excusez-moi, mais peut-être René va être en mesure de me répondre. En tant que premier répondant, le pompier va arriver, il va se faire avec son camion de pompier. Oui. Ouais. Ils ont souvent une unité de service qu'on achète en plus pour le premier Puis là, répondant. qui quitte la caserne, donc il va y avoir un mouvement de troupes qui va se faire, et ainsi de suite. Donc ça va. Il faut qu'il reste à caserne. C'est ça. Des augmentations énormes de budget. C'est ça. Sans compter qu'être pompier, c'est une chose, être ambulancier, c'en est une autre. Donc, c'est pas tout le monde qui a la capacité de... T'sais, quand on fait des interventions soutenues comme l'accident à la halte routière, c'est pas tout le monde qui va ramasser le corps. C'est pas tout le monde qui a cette capacité-là. On a des gens qui ont la capacité, fait qu'on y va en fonction de ça, puis il y a des débriefings. Et quand tu vas faire un massage cardiaque sur quelqu'un, puis tu as sauvé une personne alors que tu pensais aller à un feu, tu t'es engagé à aller combattre un incendie, c'est un autre game. Et que ça risque d'avoir un impact aussi sur la main-d'œuvre. C'est deux métiers bien différents. Oui, avec des conséquences bien différentes au niveau psychologique. Aviez-vous une question, M. Bouchon? Oui, ils disent ici permanence et ils disent lequel cela peut signifier la mise en place de permanence en caserne pour offrir des services. C'est ça que ça veut dire, là, en réalité? Oui. Pour bien comprendre, là. Alors, qui est-ce qui propose? Daniel Bouchard. Tout le monde est d'accord? Au 8.2, autorisation d'une demande de réactivation pour les activités de contrôle routier. Alors, la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil vous demande votre soutien pour demander au gouvernement là, de remettre sur la route les contrôleurs routiers, ce qui permet d'aider beaucoup au niveau de la sécurité du transport et de la sécurité des personnes. Alors, si vous êtes d'accord pour ça, qu'il y ait des discussions avec la sécurité routière, les différents paliers de gouvernement, pour qu'effectivement, on retrouve les contrôleurs routiers pour faire la vérification des camions sur les routes. Propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Au 8.3, appui pour la semaine de la sécurité ferroviaire. Comme à chaque année, le CN vous demande de les appuyer pour la semaine de la sécurité ferroviaire qui aura lieu du 15 au 21 septembre. Alors, l'opération Gare au train qu'on entend souvent parler, mais c'est important.
On a des voies ferrées qui passent ici sur le territoire. L'emprise doit être respectée. Il ne doit pas y avoir personne qui circule à pied dans ces alentours-là, ni en voiture. Donc, si vous êtes d'accord, on va réitérer notre soutien à cette opération. Propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Au 8.4, modification aux orientations ministérielles pour la sécurité incendie. Alors, je vous ai déposé un document là, sur les modifications que le gouvernement entend apporter aux orientations en matière de sécurité incendie. Notamment, ils augmentent encore les obligations qu'on aura à respecter au niveau des schémas. Au 8.5, c'est la proclamation de la semaine de prévention des incendies du 5 au 11 octobre 2025. Alors, encore là, on fera de la publicité, c'est important. La majeure partie des feux sont dus à de la négligence humaine, donc c'est important de proclamer la semaine de prévention et de faire des capsules d'information. Propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Au 8.6, invitation à l'inauguration de la caserne incendie à Saint-Rémy-Massue. Alors, vous êtes invité à l'ouverture de la nouvelle caserne d'incendie de Saint-Émile-Massue le 21 septembre. Alors, s'il y en a qui sont intéressés à aller visiter, vous me le direz pour que je puisse annoncer votre présence ici. Dans le dossier infrastructure et transport, au 9.1, montée du 4e rang et 4e rang, directive de changement numéro 6 et des comptes progressifs numéro 5, approbation. Alors, la directive de changement vise justement l'installation des compteurs d'eau par rapport aux différents points de comptage où on a dû mettre les stations plus poussées. Également, le décompte progressif, ça c'est l'avancement des travaux au niveau des montants. On parle d'un montant de 200 à quelques mille de mémoire. Qui est-ce qui propose? Une question. Moi, j'ai une question. Tout ce qui est fossé à retoucher dans ce secteur-là passe pas par là aussi. Non, ça passe pas par là. On s'en va à un appel d'offres. Excuse, attends, ça là. Qui est-ce qui propose? On va compter le temps. 24. Bien, c'est bon. Au 9 point d'autorisation de la mise à jour des stations de pompage. Alors, comme vous le savez, on a eu des rapports l'an passé au niveau de l'état de nos stations de pompage. Alors, je vous recommande qu'on commence à préparer les différents plans de vie pour préparer les stations de pompage et les mettre à niveau. C'est bon. Tout le monde est d'accord? Oui. Au 9.3, règles et mesures d'atténuation de la vitesse avec des radars photo. Alors, je vous ai malheureusement déposé les documents du ministère sur les conditions à remplir pour avoir droit à un radar photo. On aurait bien aimé pouvoir éventuellement en acquérir un pour le mettre dans la montée du Cap, entre autres, surtout les dimanches lorsque l'autoroute est pleine. Mais malheureusement, on ne se qualifie pas du tout par rapport aux normes du ministère pour avoir des photos radars. Alors, je vous ai déposé le document pour que vous soyez au courant là, des conditions. Je trouve ça bien plate, on est avec ça. Parce que c'est plus rendu rarissime. Hein? Non, c'est rendu assez fréquent. C'est assez impressionnant. Puis on s'en allait, moi et Christian, faire une inspection la semaine dernière. Il y a quelqu'un qui nous a passé ça. Le 4e rang, j'avais fait le stop au point de la montée. Au 9.4, renouvellement du programme de réduction du plomb dans l'eau. C'est une décision. Alors, vous aviez adopté en 2021 un programme de réduction du plomb qui nous imposait de faire des tests à chaque année sur des maisons différentes. On en a 5 à faire dans le domaine des Ronds, 5 à Belleville et 3 dans le secteur, si je ne m'abuse, 3 dans le secteur montée du 4 et 4e rang. Et quand il y a des tests qui sortent positifs, c'est arrivé une fois, on change les entrées d'eau pour s'assurer qu'il n'y ait pas de plomb. Alors, c'est des vérifications. On vous recommande de renouveler le programme pour les années 2025, excusez-moi, 2030, pour qu'on puisse continuer auprès du ministère à faire ces études-là. C'est bon. Tout le monde est d'accord? Dans
la section aménagement, urbanisme et environnement, au 10.1, la liste des permis délivrés en juillet 2025. Alors, il y a 27 permis qui ont été délivrés pour une valeur de 1 249 851 de travaux. Au 10.2, rapport des indicateurs de performance du mois de juillet 2025. Alors, comme à chaque mois, je vous dépose le rapport des indicateurs. Au 10.3, autorisation pour l'émondage des arbres au kiosque postal. Alors, vous m'aviez déjà autorisé en juillet à faire émonder l'arbre. J'ai rencontré 2 firmes d'émondage et malheureusement, si on émonde de l'autre côté de l'arbre, on va le tuer. Donc, ils recommandent plutôt de l'abattre et de le remplacer par un autre arbre qui serait plus approprié, de plus petite dimension, mais qui va fleurir quand même le kiosque postal. Second. Tout le monde est d'accord? Oui. 10.4, information sur la vaccination préventive du raton laveur. Alors, partout dans la Montérégie, et on en fait partie, il y a beaucoup de cas de rage du raton laveur. Donc, il y a eu une campagne de vaccination. On a lancé des heures, des capsules brunes enrobées de gras. Alors, c'est un mélange de gras, cire, sucre à glacer puis d'huile végétale. Les animaux vont aller manger ça et dans ça, il y a le vaccin. Donc, peut-être faire de la sensibilisation auprès des enfants s'ils trouvent ces petites capsules-là, de ne pas aller jouer avec parce que c'est pas dangereux pour l'être humain, mais quand même, ça reste un vaccin. Au 10.5, c'est un dépôt d'une demande de lotissement pour le 2245 Berger. Alors, c'est une demande que vous avez déjà vue passer en juin lorsque le permis de lotissement a été mis. Le lotissement est maintenant autorisé. Pour ceux qui ont diffusé la bonne nouvelle qu'il y aurait un autre terrain à vendre sur la rue Berger, il n'est pas à vendre, c'est le fils qui se construit à côté de sa mère. Au 10.6, position sur une entente du service régional d'inspection en bâtiment et en environnement de la MRC des Mascoutins. Alors, on nous demande de confirmer à la MRC si on a besoin de faire partie de la prochaine entente pour engager un inspecteur en environnement et en inspection. Je vous recommande de ne pas renouveler l'entente. En ce qui nous concerne, on n'en a plus besoin. Qu'est-ce qu'on propose? C'est bon. Tout le monde est d'accord? Au 10.7, information, aide financière, des gestes concrets pour nos entreprises agricoles. Alors, on a reçu une correspondance du ministère à l'effet qu'il y a 3 gros programmes qui ont été lancés là, pour les agriculteurs. Donc, on a premièrement l'adoption de la loi pour assurer la pérennité du territoire agricole et sa vitalité. On a également un fonds d'investissement pour la relève agricole avec des investissements de 100 millions qui permet les jeunes entrepreneurs qui souhaitent réaliser leur rêve de se lancer en agriculture d'avoir des aides financières. Il y a également 85 des 188 millions injectés pour répondre aux enjeux climatiques qui sont maintenant destinés aux producteurs agricoles pour des projets de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et de l'adaptation au changement climatique. Et il y a la réforme complète du programme d'assurance récolte qui devrait permettre aux agriculteurs de pouvoir continuer leur bon travail avec soutien financier. Au 10.8, 30 septembre 2025, c'est la date butoir pour la sécurité de piscines résidentielles. Alors, à partir du 30 septembre, vous devrez avoir des piscines conformes. Annie, notre inspectrice en bâtiment, a fait beaucoup de visites pour suggérer des adaptations au niveau des citoyens. On vous invite à consulter le site du ministère. Il y a des photos très éloquentes qui démontrent comment rendre votre piscine conforme assez aisément. Donc, nous, on continue notre tournée. Bien entendu, on a plus de piscines qu'on a de personnel pour le faire. Donc, on va continuer à faire la tournée. Mais dites-vous bien qu'à partir du 30 septembre, s'il fallait qu'il arrive un accident chez vous, ça ne sera pas nécessairement jojo pour personne. Au 10.9, Question, s'il vous plaît, Mme la mairesse. Oui. Est-ce que les employés municipaux peuvent faire les vérifications aussi ou c'est juste l'inspectrice? C'est l'inspectrice municipale qui peut faire les vérifications. OK. Il y a vous aussi, madame, qui est autorisée Oui, à moi rentrer aussi, je sur suis les- autorisée à en faire. OK. Sur les terrains. Oui. On appelle au bureau puis on le demande? Oui, s'il vous plaît. OK. Au 10.9,
c'est un avis de non-conformité pour le lot 4 217 987 situé au montée du 4e rang. Alors, c'est la propriété d'excavation Germa qui a reçu un avis de non-conformité quant aux activités qui sont tenues sur le lot. Au 10.10, c'est de l'information sur les pouvoirs en habitation du MAMACH. Alors, je vous ai déposé des documents pour que vous puissiez les lire dans le but de la préparation de la rencontre du 25 qu'on aura pour les îlots déstructurés et les règlements relativement aux habitations à multiples logements. Au 10.11, invitation pour la filière éolienne. Alors, vous êtes invité à une visite terrain du parc éolien des cultures situé à Saint-Michel dans la MRC de Saint-Pierre-de-Naperville, dans la MRC des Jardins de Naperville, le 8 septembre. Alors, s'il y en a qui veulent venir, j'ai réservé 3 places. Maintenant, on peut en ajouter si jamais il y a quelque chose. Au 10.12, SHQC, la Société d'habitation du Québec, mise à niveau des revenus. Alors, je vous dépose les programmes des nos régions, la mise à niveau des revenus. Alors, ça permet à plus de gens d'avoir accès à ces programmes-là. Au 10.13, invitation à utiliser l'eau convenablement. Alors, on est en période de sécheresse quand même assez soutenue dans les dernières semaines. On est également, là, même s'il n'y a plus dimanche, les réserves d'eau ne se sont pas refaites encore. Donc, on demande à la population d'utiliser l'eau avec parcimonie, de faire attention. Ce n'est pas le temps d'arroser à temps plein vos pelouses qui soient vertes. Malheureusement, partout, ils ont jauni un petit peu. Et ce n'est pas le temps de laver votre voiture à grand eau. Naturellement, on peut la savonner, la rincer très rapidement, mais ce n'est pas le temps de faire couler l'eau inutilement, ni de remplir les piscines. On vous demande votre collaboration. N'oubliez pas que tout le monde paye la taxe d'eau, donc ce que ça nous coûte acheter l'eau, c'est réparti dans tout le monde et ça, c'est un panier d'épicerie. Alors, si on prend plus d'eau en période de sécheresse, le coût de production est plus haut, ça nous coûte plus cher, puis à partir de là, c'est répertorié dans vos taxes de l'année prochaine. Alors, faites attention, s'il vous plaît. On en a avisé quelques-uns. Je pense que c'est de bonne guerre, tout le monde, de faire attention. Si vous me permettez, Mme la mairesse, l'année passée, on a eu un cas problématique avec, on ne savait pas trop c'était qui avait utilisé de l'eau en quantité industrielle. Là, en période de sécheresse, oui, on l'a mesure de localiser. Oui, on l'a localisé. Ouais. On l'a localisé. Fait que là, on va faire les vérifications dans le courant de la semaine. Puis, OK, parce que là. Il faut attendre le compte de la ville de Saint-Hyacinthe. Ils ne sont pas capables de nous dire avant la fin du mois la consommation. C'est effectivement, il y a eu une augmentation. On sait que c'est lui. C'est des milliers puis des milliers pour ne pas dire des millions. C'est 75 000 de taxation additionnelle de coûts d'eau qu'on a eu l'année passée par un seul agriculteur qui arrosait en période de sécheresse. Il arrosait avec de l'eau potable. Il arrosait avec de l'eau potable, puis le compteur sur sa propriété est désactivé à sa demande depuis 2019. Et qu'il va être réactivé, je vous le jure. J'espère. Mettez-en un deuxième. Hein? Au point 10.14, appui pour un développement potentiel pour les fermes de Sainte-Marie-Madeleine incorporées. Comme vous le savez, CEMEX a été vendu aux fermes de Sainte-Marie-Madeleine. Les fermes Sainte-Marie-Madeleine ont été approchées par la municipalité là, parce que, naturellement, on cherche un endroit où mettre notre système tertiaire pour le dessert d'égout de Douville. Et on leur a demandé leur projet à moyen et long terme pour pouvoir voir si eux auraient besoin des égouts puis qu'est-ce qu'ils auraient besoin. Et ils nous ont parlé de la possibilité éventuelle de mettre un centre d'abattage à cet endroit-là qui serait high-tech environnementalement et tout ça, donc il n'y aurait pas d'odeur, pas de conséquences. Ce n'est pas un projet qui est à court terme, mais par ailleurs, ils nous demandent de les appuyer dans ce projet-là, puis on pourrait installer notre station chez eux et faire un partenariat, peut-être même un jour, avec la biométhanisation. Donc, si vous êtes d'accord, on nous appuierait dans leur demande pour voir si, auprès de la CPTAQ, un projet de cette nature-là pourrait être recevable comme étant une activité paragricole liée avec l'agriculture. On parle de centre d'abattage des animaux qui sont élevés à cet endroit. Qu'est-ce qu'il propose? Dans les cas, on propose. Tout le monde est d'accord? Au 10.15, fusion des lots
4 950 858 pour le 1875 boulevard Valérie. Alors, naturellement, il y a plus de lots que ça. Il y a 5 lots de concernés. Il y a 4 adresses civiques. Alors, c'est au coin du boulevard Rodrigue, la deuxième bâtisse, quand on entre de la 116. Alors, c'est 4 unités de condos qui avaient été autorisées dans les années, de mémoire, c'est les années 2000. 4 unités de condos qui ont été construites. Chaque unité a son propre terrain, puis un terrain, un 5e terrain qui se trouve avec les espaces communs des 4. Or, refinancer ce type de bâtisse-là est très difficile, donc le propriétaire nous demande s'il ne pourrait pas réunir les 4 lots dans une seule, les 5 lots, excusez-moi, dans une seule et même propriété. Ça lui permettrait d'obtenir les financements qu'il a besoin pour pouvoir faire des travaux sur la bâtisse. On comprend que la réglementation ne permet pas de multilogement de plus de 3. Donc, techniquement, il n'y aurait pas possibilité d'avoir un 4 logements, mais les pouvoirs qui vous ont été conférés par le MAMACH pour des exceptions de densification vous permettraient de le faire. Donc, si vous êtes d'accord, on enclencherait le processus avec les avis publics. Ça ne changera rien à la bâtisse. Il y a déjà 4 unités, il y a déjà 4 terrains. C'était au l'ancien dépanneur du domaine. Oui, c'est ça. Mais ça nous permettrait de régulariser le dossier. Les 4 unités sont détenues par le même propriétaire. Le terrain commun a été oublié par le notaire, donc il est encore détenu par la compagnie du propriétaire initial, qui, bien entendu, était convaincu lui-même que le terrain avait été cédé au nouveau propriétaire, donc on régulariserait le tout. Alors, il y aura des avis publics qui devront suivre et vous devrez adopter une autre résolution, mais c'est pour m'autoriser à enclencher le processus. Seulement pour bien comprendre, là, comme un des mortels, c'est que de façon physique, quand on regarde le bâtiment, ça change rien. Absolument rien, ça ne change pas le nombre. C'est pas une porte de plus. Non, ça ne change pas le nombre d'unités, mais probablement pour contourner la réglementation à l'époque, c'est la seule explication que je peux voir. On avait permis 4 bâtisses sur chacun des terrains, mais le terrain est très petit. Juste pour me rassurer aussi, Mme la mairesse, c'est simplement pour cette adresse-là, Oui. la résolution. Oui. La résolution, ça n'a pas... À d'autres bâtisses, non. C'est simplement l'adresse spécifique. Bien, c'est le 1875 et ses voisins. Oui, mais les 4 logements de cet immeuble, les 4 unités de ce logement. C'est où ce qui est l'ancien dépanneur? Oui. Juste pour votre information, madame, il y a une période de questions à la fin. Pardon. On n'ouvre pas la discussion parce que sans ça, on ne s'en OK. va jamais. Merci. Patrick Vizien proposé. Qu'est-ce qui se va? Manicard. Tout le monde est d'accord? Au 10.16, demande pour le lot 3 041 616 pour le 1845 du Moulin. Alors, c'est un cas particulier. Le monsieur a un garage aménagé depuis 1978 qui bénéficie de droits acquis parce que les normes à l'époque permettaient de construire son garage comme il était, mais ne le permettent plus maintenant. Il doit refaire la dalle de béton. Alors, je vous en ai parlé. Comme il doit refaire la dalle de béton et le bas des murs qui est pourri, bien naturellement, il doit démolir et reconstruire, mais il faudrait reconstruire la même dimension au même endroit. Donc, ce serait une exception pour lui permettre de ne pas perdre ses droits acquis. On comprend qu'on pourrait lui exiger de démolir mur par mur, puis de refaire mur par mur, puis faire la slab de béton à travers ça, mais il y a des coûts reliés à ça. Alors, si vous êtes d'accord, on permettrait de reconstruire exactement la même chose, de démolir et de reconstruire. Ça nuit pas au voisinage, c'est là depuis 1978 et on n'a jamais eu plainte par rapport à ce garage-là. Propose. Excusez, Mme la mairesse. Est-ce que ça va garder les mêmes hauteurs, les mêmes... Oui, la même chose. Les mêmes ouvertures? Mais il y a des ouvertures qui vont être enlevées à l'arrière. OK. Mais il n'y a pas de. Ça ne change rien au niveau du garage lui-même. Merci. Qui est-ce qui a proposé? Tout le monde est d'accord? Au 10.17, demande de dérogation mineure pour le lot 2 366 446 pour le 3479 des élèves. Alors, les dossiers qui vont suivre, c'est des dossiers principalement dans le domaine des Hurons. Il faut comprendre que les gens se sont installés et on a loti les lots après. Donc, ça a eu des conséquences, notamment sur les marges.
Le propriétaire du 3479 des Érables voudrait agrandir sa maison par l'arrière en utilisant son patio existant. Il va le défaire, puis il va se faire une pièce additionnelle. Il va également faire un portique. La véranda va être démolie à ce moment-là. La problématique, c'est qu'il n'aura pas le 3 mètres entre sa maison et le garage quand il va avoir fait son agrandissement. Il y aurait 2,59 mètres. Alors, comme c'est entre sa maison et son garage à lui, bien, le comité consultatif d'urbanisme vous recommande d'accepter la dérogation. On parle d'une dérogation de 0,41 mètres entre la marge de la maison et le futur agrandissement. J'ai une petite question, mais je manquais un petit bout, là, ça marche à cause du changement de l'eau, qui était des lots à petit numéro, quand ils sont tombés avec des lots avec il y a 1 million, que ça Non, a changé? bien, il y a ça d'une part, mais dans le domaine des Hurons, les maisons ont été installées, les maisons mobiles ont été installées, les gens ont fait des remises, ont fait des garages, et après, on a dit les lots. Puis ils ont vendu les lots aux propriétaires. Fait qu'il y a des gens qui étaient déjà installés. Fait que c'est pour ça que les lignes sont toutes en angle, parce que les maisons avaient été installées en angle. Ça amène des problématiques. Je pensais que c'est une question de repositionnement des lots 1 million. Bien, ça aussi, avec la réforme cadastrale, on a tout bougé un petit peu, mais entre la maison et le garage, il ne devrait pas avoir cette problématique. Donc, au 10.18, c'est une dérogation mineure aussi pour le 3350 des Mauriciers. Alors, le propriétaire du 3350 des Mauriciers voudrait construire un garage. Naturellement, c'est encore entre la maison et le garage qu'il n'y aura pas la bonne marge. On parlait d'une marge de 2,40 mètres au lieu du 3 mètres exigé, donc une dérogation de 0,6 mètres. Ça permettrait quand même de respecter les autres marges face aux voisins. Il y aurait une marge d'1 mètre au lieu de 3 par rapport à la marge arrière. Par ailleurs, ça n'est pas. Il y a déjà une clôture et un bâtiment qui est à côté. Donc, il n'y a aucune nuisance pour les voisins et aucune problématique. René et Patrick aussi. Tout le monde est d'accord? Au 10.19, c'est une dérogation mineure aussi pour le 3456 Place des Plaines. Alors, c'est un cabanon qui est installé sur la propriété depuis 1983, qui pourrait bénéficier de certaines distances parce qu'ils apparaissent déjà dans un certificat de localisation de 89 et il n'y avait pas de dérogation. La personne voudrait construire un abri d'auto après son cabanon. La marge latérale du cabanon est de 84 mètres à l'arrière et 0,85 mètres à l'avant. Donc, si on permettait de poursuivre avec un abri d'auto, il y aurait une dérogation par rapport aux 3 mètres exigés pour la marge latérale de 0,41 mètres. Alors, si vous voulez vous accepter, bien, on pourrait permettre la construction de l'abri d'auto. Il y aurait 0,41 mètres de dérogation quant à la marge latérale, mais ça ne nuirait pas au voisinage encore. Le comité de CCI vous recommande d'accorder cette dérogation. Secondé par? Second. On est d'accord? Au 10.20, agrandissement pour le 17-10 du Moulin. Alors, je l'ai ajouté à l'ordre du jour. C'est le dossier dont on a parlé au bout de la rue du Moulin, la personne qui veut rajouter un garage à sa propriété, mais qui est dans la pointe. Je ne sais pas si vous êtes prête à prendre votre décision, c'est mieux le reporter. Oui, on en a discuté, puis je vous avais demandé d'y réfléchir. Elle ajoute un garage, mais ça ne nuira pas au voisinage non plus. Et avec la modification réglementaire, ça serait permis de toute façon. Au 10.21, demande de réunion de l'eau pour la rue Noiseux. Alors, sur la rue Noiseux, il y a plusieurs triplex qui avaient été autorisés en vertu d'une entente promoteur qui est intervenue avant que j'arrive en 2018. Cette entente promoteur-là permettait la construction de 6 unités de 3 logements, permettait des garages à l'arrière. Le propriétaire aurait voulu, pour obtenir des subventions gouvernementales, fusionner tous les lots et faire un seul et unique lot avec toutes les propriétés dessus.
Je vous recommande de ne pas donner suite à ça. Là. Ça viendrait premièrement à l'encontre de notre réglementation, mais deuxièmement, ça ferait en sorte là, de ne pas respecter l'objectif que vous avez de ne pas autoriser plus que des 2 logements avec logement complémentaire au sous-sol sur les terrains des propriétés. Je refuse. Pardon? Oui, ça va être refusé. Qui propose? Daniel Choquette. Au 10-22, dépôt d'un avis d'infraction pour le 1400 route Saint-Jean-Baptiste. Alors, le 1400 route Saint-Jean-Baptiste, il y a eu un avis d'infraction émis par le ministère des Transports. Vous êtes toujours notifié lorsque ça arrive. Par ailleurs, je pense que c'était une fin de semaine où il y avait une réception chez les gens. Il y avait des véhicules stationnés dans l'emprise. Et comme c'est une route du ministère, c'est interdit. Au 10.23, information sur une collecte du 16 au 13 septembre 2025. Alors, c'est la collecte des résidus dangereux et domestiques. Donc, ça aura lieu le 6 septembre à Saint-Hyacinthe au stade LP Gaucher. Alors, c'est le temps de vous débarrasser de votre peinture, de tous les produits que vous n'utilisez pas, qui ne sont pas acceptés dans les vidanges. Et le 13 septembre, c'est à Saint-Jude et à Actonville. Alors, tous les résidents de la MRC peuvent y aller. Dans les loisirs, culture et services communautaires, au 11.1, information sur la bibliothèque à Sainte-Madeleine. Alors, la bibliothèque de Sainte-Madeleine est uniquement pour les utilisateurs du village de Sainte-Madeleine pour ce qui est de l'emprunt, pour ce qui est de la consultation et pour ce qui est d'aller lire un livre avec vos enfants. Tous les citoyens sont invités, autant ceux de Sainte-Marie-Madeleine et de Sainte-Madeleine. Les résidents de Sainte-Marie-Madeleine peuvent aller pour leur part à la ville de Saint-Hyacinthe, à la bibliothèque municipale. Ils ont qu'à souscrire à la carte accès loisirs et là, ils vont pouvoir louer des livres. Le conseil municipal ici avait pris la décision il y a quelques années de préférer la bibliothèque de Saint-Hyacinthe qui était plus grande et avec plus de volume et plus de médias au niveau des disques et tout ça empruntés, plutôt que la bibliothèque de Sainte-Madeleine et Sainte-Marie-Madeleine. C'est une question purement financière au niveau des coûts, parce que si on embarque avec la bibliothèque de Sainte-Madeleine, on doit avoir le réseau biblio pour les 2 municipalités. Et là, on paye en double pour avoir une seule bibliothèque. Par ailleurs, on travaille des projets avec eux là, pour essayer de faire en sorte qu'éventuellement, on puisse avoir une bibliothèque pour l'ensemble de nos citoyens. Si vous permettez, pour les gens, dans le temps, quand on avait fait un peu par en arrière, on avait dit on ne participe plus avec la bibliothèque de Sainte-Madeleine, c'est que ça nous coûtait, ça coûtait aux concitoyens 25 000 par année. Puis on avait fait des petites démarches pour savoir le nombre de participants de Sainte-Marie-Madeleine qui allaient, c'était très très peu. Donc ça coûtait une fortune par livre. Quand on ramenait ça, ça coûtait vraiment très très cher. C'est pour ça qu'on avait fait un peu par en arrière. Mais on peut aller consulter là-bas, on peut aller lire un livre à la bibliothèque. Quand il y a des activités, des histoires, des heures de compte et tout ça, on a le droit d'y aller, il n'y a pas de problème. Au 11.2, dépôt de la politique de la famille et du développement social de la MRC de Mascoutens. Alors, à l'automne dernier, on a adopté notre politique de la famille et du développement social. La MRC a également adopté sa politique, alors ils l'ont déposée. Je vous l'ai mis en ligne, là, c'est à titre de référence. 11.3, demande d'intervention du gouvernement pour les cantons. Alors, dans le même cadre d'idée que la résolution qu'on a adoptée plus tard, on demande au gouvernement, on appuie l'UMQ dans la démarche qu'ils font actuellement auprès du gouvernement pour que le gouvernement et le ministère de l'Éducation, de la Santé et des Loisirs nous octroient des aides financières et tiennent compte des besoins des municipalités au niveau des camps de jour pour peut-être réformer l'assurance emploi et nous permettre d'avoir accès à des travailleurs qui l'été sont sur l'assurance emploi qui pourraient nous aider au niveau des camps de jour. Alors l'UMQ est en train de faire des démarches auprès du gouvernement. On vous demande tout simplement de l'appuyer pour démontrer qu'on est solidaire et qu'on a effectivement des besoins au niveau du camp de jour. Tout le monde est d'accord? Dans les dossiers divers, demande d'aide financière, centre d'écoute Montérégie. Alors, le centre d'écoute Montérégie vous demande de l'aide financière. Alors, vous avez décidé en plénière de reporter ça à la plénière, pas la plénière, mais la préparation des budgets 2026. Si vous êtes toujours d'accord, ça prendra un proposeur au secondaire. Martin?
Daniel. Au 12.2, appel à projet pour les artisans, les artistes, écrivains, écrivaines, organismes artistiques de la Montérégie-Est. Alors, il y a un appel de projet qui est actuellement en cours, c'est jusqu'au 16 octobre. Alors, tout artiste, écrivain ou organisme artistique peut obtenir de l'aide financière pour financer leur projet. Alors, si vous êtes intéressé, vous allez jusqu'au 16 octobre, vous pouvez appeler la municipalité pour avoir l'information. Au 12.3, proclamation du mois de la mobilité durable pour le mois de septembre. Alors, le mois de septembre, c'est toujours relié à la mobilité durable, c'est du 16 au 22. Alors, c'est pour promouvoir la mobilité, sensibiliser aux alternatives à la voiture individuelle. Posé par René-Pierre Paradis. 12.4, remerciement de la Fondation Mira. La Fondation Mira vous remercie pour le don que vous avez fait, mais également pour permettre l'utilisation du stationnement de la salle de façon assez régulière pour leurs événements et les événements de financement qu'on a fait également. Au 12.5, invitation, orgue et patrimoine. Alors, la 3e édition de l'événement Orgue et patrimoine se déroulera du 5 au 25 octobre. Il y a les concerts, les activités de médiation culturelles qui seront présentées en zone rurale, notamment à Saint-Pie et à Saint-Jude. Alors, il y a des beaux concerts à aller voir au niveau des orgues. C'est soutenu par les orgues Casalan qui faisaient les orgues d'église à l'époque. Alors, on est arrivé à la période de questions. Bonsoir, merci beaucoup. Dans le courrier du 14 août dernier, le Conseil de la ville de Saint-Hyacinthe a pris un contrat pour une voie portant à la gauche pour un nouveau projet de ville. Est-ce que ça va avoir un impact sur notre traverse à nous de la rue Michaud? Techniquement, non. Il n'y a pas de fermeture qui vont se fermer. Et à ma connaissance, le ministère des Transports n'a pas l'intention d'autoriser la demande de la ville de Saint-Hyacinthe. Pour l'instant, tout le monde s'en est. Oui, mais il n'y a pas de fermeture. Si le ministère en octroie une, ils vont l'octroyer. Si jamais ça devait avoir le moindre impact chez nous ou s'il y avait la moindre idée d'impact chez nous, on va être consulté, puis on n'a eu aucune consultation au moment où on se rend. Mais dans le projet initial, le MTQ n'avait pas l'intention de permettre un tournage rouge. Il devait sortir par la rue qui passe au McDonald's, par l'autre côté. Est-ce qu'il y a d'autres questions? M. Desjardins, ça fait du bien de savoir juste que c'est gré avec les nouvelles bâtisses qui s'en viennent au côté de chez Yann. C'est les grosses voitures ne rentrent pas là, puis la grosseur de gazon qu'il va avoir, c'est une tondeuse qui va finir. Le projet est conforme au niveau de ce qui a été déposé et ça va rentrer, ça fonctionne au niveau des plans qui ont été préparés par l'architecte. Chez nous, c'est la même chose. Le terrain est la même grandeur, je pense pas que. C'est bizarre un peu, là, mais nous autres, on n'a pas dit que des personnes d'autres qui vont être là le prochain coup ou pas. Hein? Vous, vous allez être là le prochain coup? Prochain conseil? Le prochain conseil, mais je veux dire, Les prochaines élections, c'est les gens qui vont décider. Si je me présente, c'est les gens qui vont voter pour moi ou non. Vous le voyez. Je me représente, oui. M. Choquette. Aucune idée pour l'instant. Vous, Aucune la idée mairesse. pour l'instant, pas comme mairesse. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont voté pour vous autres, et comme ça, là, tout savoir parce que ça dégénère à bien des places. Moi, je n'étais pas là dans le temps. Non, je sais, je parle En général. en général. C'est un vélo. Je sais pas ce qui se passe dans pas de lien, là. Ça m'est bizarre. Est-ce que vous avez une question? C'est ça la question? Une question? Mais moi, pour enchaîner ce que vous venez de dire, je trouve ça un petit peu plat. Parce que moi, quand j'ai vu la présentation de madame, je trouve que c'est super bien géré.
C'est sûr qu'il y a des situations comme la vôtre qui peuvent être frustrantes. On a déjà parlé dans le passé. On a travaillé là-dessus. On a travaillé sur les premiers cas quand vous avez soulevé le flag. On a travaillé sur le dossier. Par la suite, il y a eu d'autres éléments irritants qui se sont rajoutés. On travaille sur le dossier. Moi, je trouve ça un petit peu plat quand vous nous attaquez comme ça. On a l'air des clowns, de la façon dont vous parlez, on est plus que des clowns, personne ne croit en nous. Moi, je regarde ça, le taux de taxation est bas, on avance. On ne fait pas du mauvais travail, même si vous dites qu'on fait du mauvais travail. Je ne sais pas que vous faites du mauvais travail, mais il reste que, on a le droit, on se peut avoir tant de grandeur de bâton, quoi que ce soit, de choses graves, quoi que ce soit. Les sports verts, dans l'été, c'est pas tout à fait ça, puis je sais, le petit monsieur qui va sur le côté de chez eux, il demande des petits carréments, il nous voit chez nous. Puis il a dit carrément que les véhicules ne rentraient pas tous là. C'est pas ce que le promoteur nous dit qu'il vous a dit, mais c'est correct. Je ne suis pas le seul, mais inaccordé. Il faut comprendre que le promoteur a de la visite constamment. Il y a même quelqu'un qui se plante devant lui et qui le regarde travailler à journée longue. Mais dans l'éventualité, il a raison. C'est pas conforme les stationnements. Mais quand les plans ont été déposés, les plans, il doit les respecter, ils sont conformes. Puis pour ce qui est de la croyance de l'espace vert, il n'y a pas de disposition au niveau de l'espace vert. Ce qui n'est pas bâti par rapport aux exigences doit être en espace vert. Juste pour revenir, que vous me dites, un petit peu par une glissière, les espaces physiques, quand on y va sur place, ne sont pas possibles de rentrer les 12 véhicules sur place. Juste pour une petite question aussi de même, les voies d'écoulement des eaux de son terrain, il est relevé de 14 pouces et demi de chez nous. Il va se vider complètement dans le garage chez nous à la maison. Il n'est pas supposé. Puis ça, c'est sûr qu'on va faire la vérification. Juste passer, faire un jour, c'est visuel. Je l'ai mis au laser, juste à côté dessus. Avec le garage, là, j'ai 14 pouces et demi, il s'en va directement chez nous. Je vous avais appelé avec les textes à l'arrière, qui s'étaient justement dans le derrière. Mais là, je vais les avoir. Je vais être dans le noir entre ces terrains. Juste plate, parce que ça rentre directement dans le garage chez nous. Où ça se fait partout. C'est pas un garage neugé, là. Je me ramasse avec de l'eau à grandeur dans le terrain. C'est un petit peu plate. Oui, mais je pense dans ce cas-ci, le voisin n'a pas le droit de s'écouter chez lui. Non, c'est la disposition du Non, code je comprends ce que tu dis, mais ça, il va être à l'arrière. Il était flush avant les terrains, il était flush avec lui. Il va monter dans nos 18 pouces. Il s'en vient sur le côté aussi. Fait que je me fais envoyer par en arrière, je me fais envoyer sur l'autre côté. Pour plus pour la maison, c'est le garage. Le garage, j'ai quand même des lignes là-dedans. Mais l'orientation de l'éléphant est écoutée sur le voisin. Oui, mais c'est clairement. Ce qui va être à vérifier, c'est qu'il peut être 14 pouces plus haut, mais à partir du 14 pouces plus haut, si ses gouttes vers son terrain à lui, c'est ça, c'est ce qu'il va falloir vérifier par la suite. Si l'eau s'égoutte sur votre terrain, là, il est en fonte absolument. Si, mettons, il est 14 pouces plus haut, mais que son eau s'égoutte sur son terrain, je suis d'accord, ça va être à vérifier. En date d'aujourd'hui, c'est comme ça. Vous allez vérifier vous-même, les espaces où vous dites sur le papier, ça fonctionne. Les véhicules peuvent rentrer, mais pour être capable de sortir les véhicules de son entrée, il va falloir qu'il joue à Tetris avec ses voisins. Sortez vos véhicules pour sortir les lignes. Mais il y a une voie pour passer à côté. Sur papier. Mais oui, mais il va falloir qu'il respecte son papier. S'il ne respecte pas son papier, il ne pourra pas louer ses logements. C'est correction que vous me dites, je peux passer le jour. Oui, je sais, vous surveillez, il n'y a pas de problème. Pour surveiller, je pourrais le 3 semaines. Est-ce que je peux prendre la parole, Mme la mairesse? Oui. J'ai 2 triplex qui ont été bâtis à côté de chez moi, des jumelés avec sous-sol, puis ils ont fait la gestion des eaux. J'avais la même problématique que toi à la construction. Avec l'hiver, le terrain s'est affaissé. Puis ils ont mis du drainage ils ont fait la gestion des eaux. Il y a des drains, des droits de regard, puis on a mis de la pierre 3 quarts. J'ai jamais d'eau chez nous. C'est de quoi qui pourrait être fait chez vous? C'est là dans le terrain, les travaux de pavage, n'importe quoi, c'est de l'autre terre comme ça. Oui, mais là, il n'y a pas de pavage encore de prévu. Il ne peut pas paver tant qu'on n'a pas. Je ne sais pas, c'est bien, mais c'est justement avant que ça arrive, là, on sauve des trous. C'est pas pour aller taper sur la tête. Je peux vous donner un conseil, M. Yann, c'est d'aller voir le contracteur, c'est ce que j'avais fait. Les autres m'ont écouté, puis il n'y a aucun problème d'eau. Même mon eau de couverture s'en va dans ce drainage-là. J'avais un peu d'eau avant. Là, j'ai plus d'eau partout depuis qu'on a donné. Une question peut-être absurde, mais c'est-tu à Yann à parler avec son voisin ou
Yann Oui. va parler. À la municipalité, Ben, c'est la idéal- municipalité qui fait le c'est lien. un trouble civil, en règle générale. Il devrait parler, mais je sais qu'il y a eu tellement de parlage que là, je pense que le promoteur a moins d'ouverture. Alors, je vais parler au promoteur. David est quand même sympathique, tu lui parlais. Oui, moi, j'ai aucun problème. J'ai aucun problème à y Le parler. meilleur conseil que C'est je le groupe de donne voyage. Yann, c'est de perdre 2 minutes à aller jaser avec. Je suis convaincu qu'il va régler le problème. Et je vais quand même m'en assurer auprès de lui, mais je vous invite à le faire. Puis, pour revenir à ta question, là, tous les conseillers sont tous la bienvenue à toutes les réunions publiques. Que ce soit telle personne ou telle personne, tous les conseillers ou les conseillères ont le droit d'être ici. C'est à leur volonté. Ceux qui Même au viennent pas, caucus. même au caucus, les 6 conseillers peuvent être là, la mairesse, la DG. C'est quand le conseiller ne vient pas ou qui ne vient pas au C'est caucus. son choix C'est personnel. son choix personnel. Ouais. Et habituellement, je reçois un texto vers 5h30, 6h. La chaise est toujours là. Chambre de place. Je ne pas son j'ai acheté du camp. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je propose. La levée de la séance.